Est-ce que vous avez tous amené vos lunettes? Ben, une chance que vous ne les avez pas amenées parce qu'il nous en reste plein du post-nam. Fait que vous allez pouvoir en prendre tantôt quand je vais vous montrer Cinéform. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir des invités spéciaux. On a des gens qui sont venus de partout, y compris Laval, pour venir vous présenter, pour venir vous présenter toutes sortes de choses. Je vois qu'on est déjà un petit peu en retard, fait qu'on va sauter tout de suite dans le vif du sujet. On va parler 3D, comme je vous disais. On va vous montrer comment ça fonctionne le 3D, qu'est-ce qu'il faut savoir pour faire du 3D stéréoscopique. On va regarder la super caméra de Panasonic ainsi que le workflow pour tourner avec cette caméra-là. Et on va vous montrer différentes façons d'amener les images dans Final Cut Pro et de monter en 3D pour pouvoir montrer ça à votre public cible. On va commencer avec René Villeneuve, collègue de Final Cut Montréal, émérite, architecte du savoir du numérique québécois, cofondateur et associé du groupe numérique. Et grippé ce soir. Donc, on est bien content qu'il soit là. Puis René va vous montrer tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre comment ça marche. Non, même pas? OK. En tout cas, vous allez en savoir un petit peu plus qu'il y a 5 minutes pour faire du 3D. Vous allez être vraiment confondu par le temps que je vais avoir fini. Hey, Colin. René Villeneuve, mesdames et messieurs. Bonsoir. Non. Ouais, je vais y prendre avant, parce que vous n'en donnerez peut-être pas après. Alors, c'est pour ça. Là, il m'a dit de rester ici, Bon. On va voir certaines notions de base. C'est clair que je ne vous montrerai pas c'est quoi du 3D. Ça fait 100 quelques années que le 3D, que la stéréoscopie existe. C'est pas quelque chose qui s'apprend en 2 minutes, mais c'est quelque chose qui se comprend, ou du moins qui s'assimile. Quelqu'un a décrit la notion de perception 3D, de perception de relief, comme en musique, comme les harmoniques en musique. Ça ne se mesure pas vraiment, ça se sent, ça se perçoit. Ce n'est pas quelque chose de tangible. Le cerveau est absolument incroyable dans sa façon de transiger avec des images qui sont un peu disparates de chacun de nos yeux. Et ça fait au-delà de 100 quelques années qu'on cherche à émuler ce phénomène-là et à faire de la stéréoscopie. Mais une petite question en commençant. Selon vous, je vous ai donné un petit peu le cue, il faut dire. Laquelle des deux technologies est la plus récente? Effectivement, c'est la radio qui est la plus récente. Et ce qui est fascinant à voir, c'est que même si pour bien des gens, la radio, c'est quelque chose d'un peu désuet, qui écoute la radio, c'est une technologie en perdition presque, c'est pas vrai. C'est une technologie qui a encore un modèle d'affaires extrêmement vivant, extrêmement efficace, qui rejoint un tas de gens. Et peut-être parce que c'est mature et que les gens sont habitués, on prend peut-être pour acquis. Mais la raison pour laquelle je fais la comparaison avec la stéréoscopie, c'est que même si la stéréoscopie est là depuis beaucoup plus longtemps et aussi est une technologie assez mature, on n'a pas encore trouvé le mécanisme ou le modèle d'affaires qui fait que c'est quelque chose qui est courant dans nos vies. Avec la télévision ou avec le cinéma même, l'arrivée de la couleur a changé beaucoup de choses dans nos vies. On prend beaucoup pour acquis aujourd'hui, mais ça a pris quand même pas mal de temps avant que ça arrive, et ça ne nous a pas empêché d'apprécier les contenus, même s'ils étaient en noir et blanc. D'ailleurs, il y a encore des gens, des cinéastes qui préfèrent ou qui aiment beaucoup travailler en noir et blanc. Est-ce que c'est la même chose pour la couleur, pour la stéréoscopie? Est-ce qu'on va se comporter de la même façon avec la stéréoscopie? Je n'ai pas de boule de cristal qui peut vous le prédire. Une chose qui est certaine, c'est qu'on s'en va vers de la stéréoscopie. On va commencer à en consommer davantage parce que les techniques qu'on a trouvées commencent à bien se comporter. 1898, c'est le premier film en 3D. Donc, ça fait déjà effectivement plus de 100 ans qu'on fait du cinéma en 3D. Il y a eu des périodes plus marquées. Bon, on voit qu'il y a des périodes comme dans les années 50, dans les années 80. Il y a eu comme des poussées du 3D. Et c'était toujours au cinéma, parce que la télévision ne s'en préoccupait pas du tout. Naturellement, Avatar a été récemment un déclencheur important, mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. À savoir que parfois, on peut faire de l'excellent 3D, mais c'est souvent jumelé avec une expérience qui va au-delà de seulement le côté un petit peu wow, le côté... écoutez, moi, je me souviens, le film en 86 là,
IMAX 3D de transition, on était encore à cette étape où est-ce qu'on se sentait obligé dans tous les films d'avoir un gars qui transporte une échelle, un 2x4, je ne sais pas trop quoi, et qu'on voit se promener de gauche à droite dans l'écran, et soudainement il se tourne de bord, puis là tu te penches parce que tu vas avoir l'échelle, quelque chose va te frapper. C'était un peu kitsch, c'est un peu cucu, un peu quétaine de faire ça. Je pense qu'on est passé au-delà de ça, en tout cas, il faut l'espérer, et on a tous donc compris ce que c'était du 3D. Maintenant, il faut que ça colle à notre réalité. Et moi, je me réveille tous les matins et je vois tout en 3D. Je n'ai pas besoin de porter de lunettes spéciales pour voir du 3D. Alors, quand on sera rendu là, peut-être que ça sera mieux intégré dans nos vies, mais pour l'instant, on est encore à des étapes de balbutiement, mais ça commence à être un petit peu plus vrai. Il y a des circonstances où est-ce que ça se passe bien. On a 2 yeux, on a un cerveau, et le cerveau a une façon absolument admirable de compenser le fait qu'on voit 2 images complètement distinctes. Je vais vous faire une autre analogie. Vous prenez un crayon entre vos 2 doigts. Est-ce que vous sentez 2 crayons? Vous sentez un seul crayon. Le cerveau a cette façon, justement, d'intégrer 2 perceptions sensorielles qui viennent de 2 endroits différents et fait quand même croire que c'est une chose. Mais c'est parce qu'il y a d'autres éléments qui s'ajoutent à ça et que le cerveau intègre pour nous faire voir en 3D. D'abord, il faut savoir que notre champ de vision est extrêmement large et il y en a seulement une partie de ce champ de vision-là qui voit en 3D. C'est évident parce que mon œil droit, il ne peut pas voir ce qu'il y a derrière, mais mon œil gauche le voit et l'inverse est aussi vrai. D'autant plus qu'on a cette capacité, même si on a un très grand angle comme lentille sur notre tête, on a tendance à être très sélectif quand on cherche des objets, quand on cherche à définir des choses. Et on s'aperçoit que quand on essaie de définir les couleurs et de porter attention sur certains éléments, bien, soudainement, notre champ de vision est beaucoup plus restreint. Et tout ça, c'est le cerveau qui fait ça. Il ne se passe rien dans notre œil. Notre œil continue à voir toute une image en pleine largeur. D'ailleurs, c'est un des phénomènes qui a été intéressant quand on a voulu faire le format IMAX, de faire cet écran de 6 ou 7 étages de haut qui est très, très large. L'objectif était justement de dépasser, ou du moins de combler entièrement notre champ de vision, sachant que le téléspectateur, à une distance aussi près qu'il est dans une salle IMAX, est obligé de sélectionner l'endroit de l'image qu'il veut regarder. On ne voit jamais toute l'image au complet, parce que le cerveau fait la job. Et vous allez comprendre tout à l'heure que quand on tourne en stéréoscopie, soudainement, on prend des décisions au moment du tournage qui vont parfois à l'encontre de ce que le cerveau aimerait faire. Et c'est là qu'on entre en conflit quand on essaie de présenter des images en 3D. Et c'est là aussi pourquoi il y a certaines personnes qui résistent mal au phénomène 3D. En fait, il y a à peu près 10 de la population qui est incapable de percevoir de la stéréoscopie. Alors, le phénomène dans notre cerveau qui nous permet de voir du relief, c'est un phénomène qui s'appelle la stéréopsie. Vous parlez à votre oculiste, votre faiseur de lunettes, il est très familier avec ce phénomène-là. Et c'est donc la capacité de l'œil ou des 2 yeux de faire la mise au point, de faire le point sur un plan identique, mais même si on a 2 images parfois un peu différentes, d'arriver à les combiner et nous donner ce phénomène, en tout cas, d'aborder le phénomène du relief. Je dis l'aborder parce qu'il y a d'autres facteurs, comme je disais tout à l'heure, qui viennent influencer notre perception de la profondeur. Alors, d'une autre façon, on peut le décrire. Si je regarde ce cube ici de haut, mais lorsque je regarde de face, l'œil gauche, bien, lui, va voir naturellement la partie un peu plus à gauche, ce que l'œil droit est absolument incapable de voir. Donc, on a 2 images qui sont effectivement très différentes l'une de l'autre. Et pourtant, même si là, c'est exagéré naturellement, l'image, mais c'est pour quand même identifier ce qui se passe. Alors, si on regarde une image, on est dans la nature, il y a plein d'éléments dans cette image-là qui est devant nous. Il y a plein d'éléments dans la salle, ici, quand je vous regarde, qui me donnent des cues, qui me disent « Ah, pourquoi telle personne me paraît plus en avant que l'autre? Pourquoi certains éléments, certains objets me paraissent plus distants que d'autres? Étrangement, monsieur est à peu près de la même grandeur que monsieur là-bas, mais pourtant, il m'a l'air plus petit là-bas. Quand il se rapproche, bien là, il me paraît un peu plus grand. Mais le cerveau
fait beaucoup de calculs quand il regarde. Alors, on voit ici que certains des facteurs dans une image qui peuvent influencer la perception de la profondeur et du relief. Alors, cette notion de vue parallèle, on voit donc l'œil gauche et l'œil droit. Regardez derrière le jeune homme, ici, l'ordinateur est caché et celui-là ne l'est pas. On entend souvent dire qu'on est capable de simuler du 3D en prenant deux images identiques et en les décalant puis en les projetant. Et ça va nous donner un phénomène de relief. Ça va nous faire croire qu'il y a une espèce de relief, ça va avoir l'air plutôt carton-pâte. Vous savez, les cartes de souhait découpées, là, quand tu les décolles, ça fait tout comme des plans. C'est un peu ce phénomène-là quand on fait ça. Les cues ici, c'est que justement, mon œil gauche est capable de voir des trucs derrière le jeune homme que l'œil droit ne voit pas. Et quand le cerveau les combine, soudainement, il y a cette notion de rondeur qui apparaît et de perspective qui entre en ligne de compte. Un autre phénomène, c'est l'angle de prise de vue. Et ça, c'est important quand on tourne en 3D. Le choix de l'objectif va aussi aider à séparer ou à déterminer les différents plans à l'intérieur d'une image. Mais ça, c'est correct parce qu'on vit dans un univers 3D. Mais quand on projette du 3D, on le projette sur un écran qui est plat. On projette en fait en 2D. On ne projette jamais du 3D. On projette deux images 2D et on espère qu'en trafiquant les choses, en se mettant des lunettes pour faire voir à nos yeux des choses différentes, qu'on arrive à simuler du 3D. Alors essentiellement, on est encore en période de simulation. Ce sera toujours de l'émulation, ce ne sera jamais the real thing. La notion de disparité, alors on voit ici comment notre cerveau est capable de faire cette distinction entre les objets. Alors, une scène où il y a deux bâtons qui sont à deux distances l'une de l'autre, c'est le fait que sur un œil, les distances ne sont pas les mêmes entre les deux bâtons, que le cerveau arrive à me donner ce phénomène de perspective. Alors, je n'irai pas en long détail sur tout ce que le cerveau peut faire, mais on voit déjà qu'il y a des éléments qu'on a compris depuis très longtemps. Tous ces phénomènes de vision humaine-là ont été intégrés et nous ont permis de commencer à faire des objets ou à faire des méthodes qui nous permettent de tourner, donc, ou simuler du relief, donc faire ce qu'on appelle de la stéréoscopie. Un des phénomènes cruciaux dans la définition de mon image, de ma profondeur, c'est la distance interoculaire. On a tous à peu près 2,5 pouces entre nos deux yeux. C'est sûr que les enfants en ont moins quand ils sont plus petits, mais le cerveau compense. Et cette distance-là est absolument importante. Elle ne change jamais chez l'être humain. Mais quand on tourne, on a soudainement cette capacité de varier cet interoculaire-là. Et pourquoi on le varierait? Parce que quand je rapproche mes deux caméras, soudainement, j'ai l'impression que les choses deviennent énormes. Les choses se rapprochent et ont de l'air géantes. On appelle ça du gigantisme ou de l'hypostéréo. À l'inverse, quand on les écarte, là, soudainement, les choses commencent à s'étirer. J'ai vu récemment, il y avait un film qui a été tourné en 3D sur la Formule 1. Puis déjà que les autos ont des longs... Tu sais, quand tu te mets devant une Formule 1, le nez est assez long. Quelqu'un avait tourné avec les caméras un petit peu trop écartées et il m'a dit que ça n'avait vraiment pas l'air naturel. Et parfois, justement, les gens qui essayent de faire le fameux coup de l'échelle ou du 2 par 4, bien, soudainement, ce n'est pas naturel. Ce 2 par 4-là, il est disproportionné, il est complètement étiré. Alors, il faut faire attention. Il y a des moments où c'est pratique, où on sait qu'on peut faire ça parce qu'on veut augmenter le phénomène de profondeur sur des choses qui sont très loin, surtout quand on a des longues focales. Alors là, on peut jouer avec l'interoculaire puis l'écarter. Si je tournais une partie de football et je suis en haut des gradins, complètement en haut, bien, c'est évident que si je veux donner une impression de profondeur au champ, bien, surtout en plan large, bien, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer, on va distancer les caméras considérablement pour garder ou maintenir un semblant de profondeur, parce que lorsqu'elles sont normales, on perd l'effet complètement. Tu pourrais le mettre en 2D, une seule caméra, puis ça fera le job. Alors, on voit ici, donc, un exemple
d'une installation avec 2 caméras parallèles qui sont justement à peu près à 2,5 pouces, qui est une installation normale. Et si on voit un interoculaire normal, bien, on constate que l'objet est à une distance X d'un arrière-plan qui serait l'espèce de petite maison qu'il y a là. Et on distingue très bien qu'il y a une distance, il y a une différence entre les 2 plans. Mais ces choses-là m'apparaissent devant l'écran. Devant le plan, devant la toile blanche qu'il y a là, on a l'impression que l'image sort un peu de l'écran. Et ça, c'est intéressant. C'est ce qui nous donne ce phénomène de stéréoscopie 3D. Mais quand on les écarte, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est vous montrer, plutôt revenir en arrière. Ici, ça, c'est la position normale ici. Quand j'ai voulu les rapprocher un peu trop, ce qui est arrivé, c'est que les choses se sont écrasées. Et ils ont toutes l'air de la même grosseur. Ce qui fait que le bonhomme a de l'air de la même grandeur que la maison. Pourtant, il ne l'est pas. Et c'est ça, ce phénomène de gigantisme dont je vous parlais là. L'hypostéréo. Toutes les choses ont de l'air une par-dessus l'autre, mais elles ont toutes l'air de la même grandeur. À l'inverse, si on écarte et qu'on est proche d'un objet, bien là, soudainement, le bonhomme a de l'air beaucoup plus petit et il a de l'air extrêmement loin de la maison. Pourtant, il ne l'est pas. On a exagéré ce phénomène-là. On a étiré les perspectives et les profondeurs. Alors, ça, c'est une façon de tourner qui est conventionnelle et qui est souvent intéressante et pratique. Des gens en cinéma, c'est souvent la méthode qu'on va privilégier parce que ça nous donne beaucoup de latitude en post-production. On a une certaine capacité, après ça, de changer cet interoculaire-là pour améliorer ou pour éliminer certains phénomènes. Une chose qui est certaine, c'est qu'en tournant avec les 2 caméras parallèles, la géométrie de mon image, si je tournais un grillage, par exemple, qui est parfaitement avec des carrés, comme les 2 caméras sont 90 degrés de mon sujet et elles sont parallèles, les 2 images ont une géométrie absolument identique. Le problème, c'est quand on décide de faire converger les 2 caméras. C'est fort intéressant de le faire et c'est souvent nécessaire de le faire, mais le problème avec ça, c'est une fois que tu le fais, ça entraîne des problèmes secondaires qu'on va regarder tout à l'heure. Alors, si on regarde en parallèle, on a donc notre exemple de tout à l'heure, et ça, c'est l'image qui serait normale. En faisant converger les 2 caméras, mais en faisant le point ou le foyer sur la maison, on constate que la maison s'éloigne derrière l'écran, derrière le plan, ce que j'appelle le plan écran, et le bonhomme reste devant. Alors, soudainement, j'ai l'impression de rentrer dans mon écran, et ça, c'est fort intéressant. Mais si je fais le foyer ou je fais la convergence à ce moment-là sur ce bonhomme-là, bien là, on constate que c'est le bonhomme qui se retrouve au plan écran, et c'est la maison qui est rendue loin derrière. On constate donc que si je jumelle celle-là à celle-là, je m'aperçois que je travaille à l'intérieur d'un cube. Il y a un espace vraiment tridimensionnel dans lequel je peux positionner les objets. Et en jouant avec la convergence de la caméra, j'arrive donc à positionner certains phénomènes. Dans Avatar, justement, ils ont pris énormément de soin, lorsqu'ils ont fait de la convergence, d'éviter d'aller trop en avant de l'écran. Ils ont gardé ça pour des moments très précis dans le film. En général, ça se retrouvait toujours un petit peu au plan écran ou derrière l'écran. On essayait de garder un phénomène quand même assez naturel. Quand on exagère ce phénomène-là, malheureusement, ça cause certains problèmes. Le premier, c'est que si mes caméras convergent trop, et là, je ne sais pas si la prochaine slide, non, ce n'est pas celle-là. On va revenir au problème tout à l'heure. Ça, c'est un petit peu la conclusion, là, ici, qui fait que quand on a le plan écran qui est ici, alors quand je vous parlais de travailler à l'intérieur d'un cube, en fait, ce n'est pas tout à fait un cube, c'est un espace qui est quand même assez restreint. Je serais capable de positionner en photographiant mes objets selon la façon que je travaille avec mes caméras, que je converge ou non, ou que je les converge en post-production, en déplaçant mon interoculaire ou en jouant avec l'interoculaire ici. Je m'aperçois que j'ai quand même une plage intéressante. Il y a des plages interdites. La partie hachée, la partie orangée ici, la partie rouge, dans ces coins-là, on entraîne des phénomènes absolument désagréables pour les spectateurs. Et là, soudainement, notre cerveau essaie de manipuler ces 2 images-là. Et là, ce qu'il essaie de faire, il essaie de jouer avec tes yeux pour lui dire, ben non,
tes yeux devraient converger à ce moment-là. Par exemple, mon petit bonhomme, tout à l'heure, quand j'ai fait converger mes lentilles sur ce sujet-là, mais si ça donne que je fais la mise au point, le foyer, sur la maison derrière, mon bonhomme est hors foyer, mais il converge au plan écran. Et parfois, ça peut amener justement une espèce de compétition. Le cerveau essaie de faire le foyer, voit une image nette qui est derrière, mais essaie de faire le foyer sur le bonhomme parce que c'est le bonhomme qui est au plan écran. Il ne peut pas. Le foyer, c'est vous autres qui l'avez fait, vous l'avez choisi et il ne se change plus. Alors, c'est sûr qu'on a avantage à travailler avec des profondeurs de champ plus longues, plus grandes en 3D, pour éviter d'avoir un foyer trop sélectif qui pourrait entraîner certaines compétitions déloyales au moment du visionnage. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tourner avec des profondeurs de champ étroites. C'est juste qu'il faut choisir ces plans-là. Il ne faut pas les mettre en compétition avec d'autres objets à l'intérieur de l'image qui pourraient justement entraîner le cerveau à prendre des décisions contraires à ce que vous avez choisi sur l'écran.